Ça vous est déjà arrivé de regarder un film sur le Moyen-Âge et de vous demander « Mais est-ce que c'était vraiment ça, la réalité ?» Des paysans sales et édentés, des chevaliers dans des armures qui font un bruit d'enfer et pèsent une tonne, sans oublier la croyance universelle que la terre est plate. Ça vous dit quelque chose? Et si je vous disais que presque tout ce que Hollywood nous a montré du Moyen-Âge n'est qu'une vaste supercherie? Aujourd'hui, nous allons partir ensemble pour déconstruire les 30 mythes les plus tenaces de cette période. Nous allons séparer le vrai du faux et découvrir comment les gens vivaient, se battaient, aimaient et pensaient vraiment il y a 1000 ans. Préparez-vous, car certaines révélations pourraient bien vous choquer et vous obliger à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Prêts à découvrir la vérité? Alors, c'est parti. Avant de commencer cette mise au jour, demandons-nous pourquoi le cinéma déforme-t-il l'histoire à ce point? La réponse est simple, pour le drame et le spectacle. Les réalisateurs ont besoin de créer une image marquante, facile à comprendre et souvent exagérée pour captiver le public. Il est plus simple de dépeindre un monde au ton sombre, marron et gris pour souligner la noirceur de l'époque que de recréer une réalité complexe et pleine de couleurs. Il est moins coûteux d'habiller les figurants avec de la toile de jute que de confectionner des vêtements en lin et en laine historiquement exacts. De plus, bon nombre de ces mythes ne sont pas nés à Hollywood, mais bien plus tôt, lors des époques de la Renaissance et des Lumières. Les penseurs de ces périodes, désireux de mettre en valeur leurs propres avancées, ont délibérément forgé l'image d'un âge des ténèbres, synonyme de déclin et d'ignorance. Or, cette caricature s'est avérée si tenace que l'industrie cinématographique l'a reprise avec enthousiasme et continue de la propager encore aujourd'hui. Nous n'allons donc pas seulement nous attaquer à des erreurs de film, mais à une tradition séculaire de déformation historique. Notre objectif, redonner au Moyen-Âge son vrai visage, complexe et étonnamment fascinant. Attaquons-nous au mythe le plus odorant. Le cinéma nous a conditionnés. Le Moyen-Âge serait l'ère de l'insalubrité totale. On nous raconte que les gens ne se lavaient jamais, parfois pendant des années, par crainte du péché, et que les villes croulaient sous les immondices. Les personnages de fiction se vantent même de n'avoir pas vu d'eau depuis Noël dernier. Or, la réalité historique sentait un tout autre parfum. Premièrement, l'héritage de l'Empire romain, avec sa culture des thermes et des bains publics, n'a pas disparu du jour au lendemain. Dans de nombreuses cités européennes, les bains publics ont perduré et de nouveaux ont même été construits. Ils n'étaient pas seulement des lieux de propreté, mais de véritables centres sociaux par excellence, où l'on se rencontrait, où l'on discutait et où l'on concluait des affaires. Deuxièmement, le savon était une denrée largement répandue. Fabriqué à base de graisse animale et de soude, il existait même de puissantes guildes de savonniers. Bien sûr, il était différent de nos produits modernes, mais il remplissait parfaitement sa fonction. L'hygiène personnelle était une composante essentielle de l'étiquette, surtout parmi la noblesse. Le lavage des mains avant et après les repas était un rituel impératif, étant donné qu'on mangeait principalement avec les doigts. Dans chaque maison aisée, on trouvait des récipients spécifiques, les aquamaniles, et des bassins destinés à la purification des mains. Quant à l'idée selon laquelle l'Église interdisait de se laver, il s'agit d'un mythe forgé à l'époque des Lumières. Certes, certains ascètes et ermites pratiquaient le refus du bain comme une forme de mortification de la chair, mais il s'agissait d'extrêmes, pas de la norme. Au contraire, dans les monastères, l'hygiène faisait l'objet d'une attention particulière, avec des systèmes d'aqueducs sophistiqués et des lieux dédiés aux ablutions. Évidemment, le niveau de propreté n'était pas comparable à celui que nous connaissons aujourd'hui. Les gens ignoraient l'existence des microbes et les systèmes d'assainissement urbain laissaient souvent à désirer. Mais la représentation de gens uniformément sales et malodorants n'est rien d'autre qu'une caricature. Ils valorisaient la propreté et s'efforcèrent de la maintenir avec les moyens disponibles. L'image du chevalier crasseux n'est donc très probablement qu'une invention destinée à renforcer l'effet dramatique. Le prochain élément de notre liste est l'aspect visuel de cette époque,
Ouvrez n'importe quel film sur le Moyen-Âge, et qu'y découvrez-vous? Des châteaux de pierre grise, des villages aux teintes de terre, des vêtements aux couleurs pâles et délavées. On a l'impression que le monde était privé de couleurs, et que les gens choisissaient délibérément les nuances les plus mornes. Cette idée reçue est pourtant totalement fausse. Le Moyen-Âge, en réalité, était un monde d'une incroyable vivacité chromatique. Les gens aimaient la couleur et l'affichaient partout. Les vêtements étaient le principal moyen de montrer son statut et sa richesse, et ils arboraient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Bien sûr, les teintures étaient naturelles, mais cela ne les rendait pas ternes pour autant. Elles étaient extraites de plantes, d'insectes et de minéraux. Par exemple, le célèbre rouge carmin était obtenu à partir de la cochenille, un insecte. Le bleu indigo provenait des plantes, et le jaune vif du safran ou de la réséda. Les colorants les plus chers, comme la pourpre, étaient importés de loin, et seuls les rois ou la haute noblesse pouvaient se les offrir. Mais même les simples paysans teignaient leurs habits dans des couleurs plus accessibles, vert, jaune, brun ou bleu. D'ailleurs, le gris et le noir étaient parmi les couleurs les plus complexes et coûteuses à produire. Seules les personnes aisées pouvaient donc se permettre ces teintes dites sobres. L'éclat ne se limitait pas aux vêtements. Les murs des châteaux et des églises étaient recouverts de fresques narrant des scènes bibliques et d'ornements colorés. Les manuscrits enluminés, réalisés par les moines dans les scriptoriums, sont de véritables œuvres d'art, rutilantes d'or et de couleurs vives. Même les statues dans les cathédrales étaient peintes à l'origine. Avec le temps, la peinture s'est écaillée, nous laissant la vision habituelle de la pierre nue. Alors, d'où vient ce mythe d'un Moyen-Âge gris et austère? En partie, c'est l'héritage, comme nous l'avons mentionné, du siècle des Lumières, qui cherchait à présenter les époques précédentes comme obscures. En partie, c'est l'effet du temps. Les couleurs se sont délavées, les fresques se sont effritées. Le cinéma s'est contenté de reprendre ce stéréotype, car il permet d'installer facilement une ambiance de déclin ou de rudesse. En réalité, si nous pouvions nous retrouver dans une ville médiévale, nous serions stupéfaits par la profusion de couleurs et non par une morne grisaille. Posez les sangsues et priez. C'est à peu près ainsi que le cinéma dépeint la médecine médiévale. Le médecin du film est généralement soit un charlatan, soit un moine ignorant qui propose des rituels douteux au lieu d'un vrai traitement. Toute blessure ou maladie grave y est synonyme de mort certaine. Cette image est non seulement injuste, mais elle occulte totalement les avancées considérables de la médecine de l'époque. Certes, les médecins ignoraient l'existence des bactéries et des virus, mais leur approche était loin d'être primitive. La médecine médiévale reposait sur la théorie antique des 4 humeurs, le sang, la phlegme, la bile jaune et la bile noire. On croyait que la maladie résultait d'un déséquilibre de ces fluides. Bien que la théorie fût erronée, elle encourageait les médecins à adopter une approche globale. Ils prescrivaient des régimes, des exercices, des herbes médicinales et, oui, des saignées, censées rétablir l'équilibre. La chirurgie était étonnamment développée. Les chirurgiens réalisaient des opérations complexes, amputations, ablation de la cataracte et extraction des calculs rénaux ou vésicaux. Pour l'anesthésie, ils utilisaient des infusions à base d'opium, de mandragore et de jusquiam, une forme d'anesthésie primitive. Les instruments étaient stérilisés avec du vin dont on ne comprenait pas le mécanisme mais qui possède des propriétés antiseptiques. C'est à cette époque que les premières universités dotées de facultés de médecine ont vu le jour en Europe, notamment à Salerne et Montpellier. On y étudiait les œuvres d'Hippocrate et de Galien, ainsi que celles des savants arabes qui étaient largement en avance sur les Européens en matière de médecine. Le médecin arabe Avicenne, ou Ibn Sina, a notamment écrit le Canon de la médecine, qui est resté le manuel médical de référence en Europe pendant des siècles. Des hôpitaux, le plus souvent rattachés à des monastères, existaient également. Ils dispensaient des soins aux malades, offraient de l'hospitalité aux voyageurs et venaient en aide aux pauvres. Bien sûr, la médecine était truffée de superstitions et son efficacité est incomparable avec celle d'aujourd'hui. Mais la réduire uniquement aux sangsues et aux prières,
c'est ignorer le travail et les connaissances des milliers de praticiens qui sauvaient des vies en utilisant les meilleures méthodes disponibles. Il s'agissait d'un système rationnel, fondé sur l'observation et l'expérience, et non d'une simple ignorance obscure. C'est un cliché tenace, celui des âges sombres où personne, à part quelques moines isolés, ne savait lire. Au cinéma, on voit les rois et les chevaliers signés d'une simple croix, l'alphabétisation étant présentée comme un phénomène quasi surnaturel. La réalité historique est bien plus nuancée. Si le taux d'alphabétisation était évidemment inférieur à celui d'aujourd'hui, il était loin d'être négligeable. Examinons ensemble qui savait lire et écrire et pourquoi. Premièrement, le clergé. Pour les prêtres et les moines, le latin était la langue de travail. Leur rôle ne se limitait pas à la lecture de la Bible. Ils copiaient les manuscrits, rédigeaient les chroniques et se consacraient à la science et à la philosophie. Les écoles monastiques étaient les principaux foyers du savoir. Deuxièmement, l'aristocratie. L'idée que tous les chevaliers étaient des brutes illettrés est une autre légende. Dès le début du Haut Moyen Âge, savoir lire et écrire devient une composante essentielle de l'éducation noble. Les seigneurs devaient connaître les lois, gérer leur domaine et mener leur correspondance. Nombre d'entre eux étaient mécènes ou s'essayaient eux-mêmes à la poésie. Les célèbres troubadours et trouvères qui chantaient l'amour courtois étaient souvent issus de la noblesse. Troisièmement, les citadins. Avec l'expansion urbaine et le développement du commerce, l'alphabétisation est devenue une nécessité pour les marchands, les artisans et les fonctionnaires. Il fallait tenir des comptes, rédiger des contrats et se familiariser avec les règles commerciales. Des écoles laïques et des universités formant juristes, médecins et administrateurs ont alors prospéré dans les villes. Même chez les paysans, l'alphabétisation n'était pas une rareté absolue, bien que moins fréquente. Certains paysans aisés pouvaient se permettre d'envoyer leurs fils à l'école paroissiale. Il faut cependant faire la distinction essentielle entre la simple lecture, l'alphabétisation passive, et la capacité à écrire, l'alphabétisation active. Beaucoup pouvaient déchiffrer une prière ou une enseigne, sans pour autant être capables de rédiger un texte cohérent. De plus, la majorité des ouvrages étaient en latin, la langue de l'élite éduquée. Mais avec l'essor des langues nationales et de la littérature vernaculaire, l'alphabétisation a continué à se diffuser. Le Moyen Âge n'était donc pas un âge de ténèbres et d'analphabétisme généralisé. C'était un monde où l'écrit était hautement valorisé et jouait un rôle capital dans l'organisation de la société. L'expression âge sombre est probablement la plus grande et la plus préjudiciable des idées reçues concernant le Moyen Âge. Elle dépeint un millénaire de régression humaine, une période d'immobilisme, de superstition et de déclin intellectuel, coincée entre l'éclat de l'Antiquité et le faste de la Renaissance. Cette étiquette, inventée par le poète italien Pétrarque au XIVe siècle, fut récupérée par les humanistes et les penseurs des Lumières afin de glorifier leur propre époque. Mais les historiens contemporains ont totalement rejeté ce terme, car il est en totale contradiction avec la réalité. Le Moyen Âge fut une époque d'innovation incroyable et d'épanouissement culturel. Examinons les faits. C'est durant cette période que furent fondées les premières universités, à Bologne, Paris, Oxford, qui devinrent les foyers de la vie intellectuelle et jetèrent les bases de notre système d'enseignement supérieur actuel. La scolastique y prospéra, ce courant philosophique visant à rationaliser les dogmes chrétiens. Des penseurs comme Thomas d'Aquin ont élaboré de vastes systèmes philosophiques basés sur la logique d'Aristote. L'architecture connut une véritable révolution. Le style roman, avec ses murs massifs, céda la place au gothique. Les cathédrales gothiques, avec leurs arcs brisés, leurs arcs boutants et leurs immenses vitraux, sont des prouesses d'ingénierie qui continuent de nous émerveiller. La technologie n'était pas en reste. Le moulin à eau et le moulin à vent furent inventés ou perfectionnés, révolutionnant l'agriculture et l'artisanat. L'apparition de la charrue lourde à roues permit le défrichement de nouvelles terres. Sur le plan militaire, l'étrier transforma la cavalerie chevaleresque en une force redoutable.
Au XIIIe siècle, la poudre fit son apparition en Europe. Et bien sûr, au XVe siècle, l'invention de l'imprimerie par Johannes Gutenberg marqua l'un des plus grands tournants de l'histoire humaine. Ce fut également une période de grandes explorations, comme les voyages de Marco Polo vers la Chine. Certes, l'histoire médiévale comporte des pages tragiques, guerre, famine et l'épidémie dévastatrice de la peste noire. Cependant, qualifier cette période millénaire de sombre, c'est ignorer la contribution colossale qu'elle a apportée au développement de la civilisation européenne. Ce fut une époque de construction, d'invention et de formation des idées et des institutions sur lesquelles repose notre monde moderne. On connaît tous cette image de cinéma, le chevalier en armure étincelante qui marche gauchement sur le champ de bataille, puis, une fois au sol, se débat impuissant comme une tortue renversée, incapable de se relever sans assistance. Cette image est à la fois l'une des plus populaires et des plus fausses. Elle donne l'impression que l'armure chevaleresque était incroyablement lourde et entravait tous les mouvements. Penchons-nous sur la question du poids et de la mobilité. L'armure de plate complète de la fin du Moyen Âge, c'est-à-dire des XVe et XVIe siècles, pesait en moyenne entre 20 et 25 kg. C'est un poids notable, certes, mais loin d'être insurmontable. Un soldat moderne en tenue de combat complète porte d'ailleurs bien plus. Le point crucial résidait dans la répartition de ce poids. L'armure était constituée d'une multitude de plaques articulées. Le poids était ainsi uniformément réparti sur l'ensemble du corps, et non pas concentré uniquement sur les épaules. Sous l'armure, on portait un vêtement rembourré, le gambison ou l'aqueton, qui amortissait les chocs et empêchait les frottements. Les maîtres armuriers étaient de véritables ingénieurs. Ils concevaient des armures parfaitement ajustées à la morphologie de leurs propriétaires. Une bonne armure était, en substance, une seconde peau d'acier. Il était possible non seulement de marcher et de se battre, mais aussi de courir, de sauter, de monter à cheval, et même d'effectuer des acrobaties. Des témoignages historiques et des reconstitutions modernes le prouvent. Les chevaliers en armure pouvaient grimper aux échelles lors de l'assaut des forteresses, combattre à pied et exécuter des figures complexes pour démontrer leur souplesse et leur agilité. Certes, l'armure tenait chaud. Elle limitait le champ de vision et exigeait une excellente condition physique de la part de son porteur, mais elle ne transformait en aucun cas le guerrier en un robot maladroit. Le mythe du chevalier empoté est largement lié aux armures de tournoi. Celles-ci étaient effectivement plus lourdes et massives que les armures de combat, pouvant peser jusqu'à 40 kg. Leur objectif principal était une protection maximale contre les chocs de lance et non d'assurer une mobilité optimale pour un long combat. Confondre cet équipement sportif spécialisé avec un véritable équipement de combat est donc une grave erreur. Par conséquent, le chevalier tombé au sol était tout à fait capable de se relever seul et de reprendre le combat. Après le mythe des armures lourdes vient celui des épées gigantesques. Dans les films et jeux de fantasy, les héros brandissent souvent des lames de la taille d'un homme, qui semblent peser au moins une centaine de kilogrammes. Or, dans la réalité, les épées médiévales étaient des armes élégantes, parfaitement équilibrées et étonnamment légères. Étudions les principaux types de lames. Le type le plus répandu est l'épée à une main, aussi appelée épée carolingienne ou romane. Son poids variait généralement entre 1 et 1,5 kg. À titre de comparaison, c'est le poids d'une rapière d'escrime moderne. Elle était assez légère pour des frappes rapides et des parades efficaces, tout en conservant une masse suffisante pour infliger des dégâts sérieux. Avec l'évolution des armures, est apparue ce qu'on appelle l'épée bâtarde ou épée à une main et demie. Elle pouvait être tenue d'une seule main ou à deux mains. Son poids ne dépassait généralement pas les 2 kg. Elle permettait d'augmenter la force de frappe contre les côtes de mailles et les plates, tout en restant remarquablement maniable. Enfin, la fameuse épée à deux mains, le Zweihänder ou le Claymore. Ces armes semblent être les géantes du cinéma, n'est-ce pas? Eh bien non. Même les plus grandes épées de combat à deux mains pesaient rarement plus de 3 ou 4 kg. Elles étaient certes longues, jusqu'à 180 cm, mais leur poids était minutieusement équilibré. Le centre de gravité était placé près de la garde, ce qui les rendait étonnamment maniables.
Ce n'était pas une arme pour tout le monde. Elle exigeait une force et une technique considérables et servait principalement à briser les formations de piquier. La clé de l'efficacité d'une épée n'est pas son poids, mais plutôt son équilibre et la géométrie de sa lame. Les forgerons armuriers étaient de véritables maîtres de leur art. Ils forgeaient des armes qui se voulaient le prolongement du bras du guerrier. Les épées n'étaient pas de simples morceaux d'acier affûtés, mais de complexes outils de combat conçus avec une compréhension approfondie de la physique et de la biomécanique. D'où viennent alors ces mythes sur les épées impossibles à soulever? Ils proviennent probablement des épées de cérémonie ou de parade qui pouvaient être très grandes et très lourdes, mais qui n'étaient jamais utilisées au combat. Ils sont également le résultat du désir des cinéastes de créer une image de guerrier plus impressionnante et brutale, sacrifiant ainsi l'authenticité historique au profit du spectacle. Le droit de cuissage ou droit du seigneur est sans doute l'un des mythes les plus tenaces, les plus choquants et les plus croustillants concernant le Moyen-Âge. Ce mythe prétend qu'un seigneur féodal avait le droit légal de passer la première nuit de noces avec l'épouse de n'importe lequel de ses vassaux ou paysans. C'est une pratique souvent mise en scène dans des films comme Braveheart, où elle sert à illustrer la tyrannie et la dépravation de l'aristocratie. Ça fait froid dans le dos, n'est-ce pas? La bonne nouvelle, c'est que cette histoire est très probablement une pure invention. Les historiens, après avoir épluché méticuleusement les lois et les documents médiévaux, n'ont trouvé aucune preuve irréfutable de l'existence d'une telle loi. Aucun code juridique de l'époque ne l'a jamais entériné. Alors, comment ce mythe est-il né? Ses racines remontent à des époques bien postérieures, principalement au siècle des Lumières. Des écrivains et des philosophes influents, comme Voltaire, ont instrumentalisé cette histoire inventée en faisant une arme redoutable contre l'aristocratie et le soi-disant barbarisme féodal. C'était une image forte et choquante, parfaite pour discréditer l'Ancien Régime. Il est possible qu'une pratique réelle, mais de nature totalement différente, soit à l'origine du mythe. Il existait en effet ce qu'on appelait le rachat de mariage, ou le fort mariage. Il s'agissait d'une taxe que le paysan devait payer à son seigneur pour obtenir l'autorisation de se marier, surtout si la promise venait d'un autre domaine. Le seigneur, perdant ainsi un travailleur ou une travailleuse, compensait cette perte par cet impôt. Au fil du temps, les détracteurs du régime féodal ont pu déformer et exagérer cette coutume purement financière, la transformant en un puissant symbole d'exploitation sexuelle. Bien sûr, on ne peut pas nier que de puissants seigneurs féodaux abusaient de leur autorité et forçaient des femmes à la soumission. Les abus sexuels ont toujours existé, mais il s'agissait là d'actes d'arbitraire et d'abus de pouvoir, jamais d'un droit légalement reconnu. L'Église d'ailleurs luttait activement contre la dissolution des mœurs et défendait farouchement le caractère sacré du mariage. Par conséquent, le droit de cuissage n'est pas un fait historique avéré, mais plutôt un puissant outil de propagande conçu pour ternir l'image de toute une époque. C'est un exemple frappant de la façon dont une invention, répétée à l'infini, finit par être perçue comme une vérité incontestable. Les immenses bûchers où l'on voit des femmes accusées de sorcellerie se tordre dans les flammes sont devenus un cliché incontournable du Moyen-Âge au cinéma. L'Inquisition y est présentée comme une impitoyable machine à brûler les sorcières. Or, si cette image s'inspire de faits tragiques bien réels, elle en déforme considérablement la chronologie et l'ampleur. La principale erreur porte sur la période historique, ce qu'on appelle la grande chasse aux sorcières, l'apogée de l'hystérie collective et des exécutions, ne s'est pas déroulée durant le Moyen-Âge, mais au début de l'époque moderne, approximativement de 1560 à 1660. C'est l'époque de la Renaissance, de la Réforme et des grandes découvertes scientifiques. L'Église médiévale, elle, était beaucoup plus sceptique à l'égard de la sorcellerie. Au haut Moyen-Âge, la croyance selon laquelle les sorcières pouvaient voler sur des balais et pactiser avec le diable était généralement considérée comme une superstition païenne. L'un des premiers textes de droit canonique, le fameux canon Épiscopie, condamnait explicitement la croyance au vol nocturne des sorcières, la qualifiant d'illusion inspirée par le diable.
Certes, il y avait des peines pour sorcellerie, mais elles étaient relativement douces, consistant le plus souvent en une pénitence ecclésiastique. La situation a commencé à évoluer à la fin du Moyen Âge, au XIIIe et XIVe siècle, lorsque les théologiens ont élaboré une démonologie plus complexe. Mais même à ce moment-là, les procès contre les sorcières restaient isolés et n'avaient pas de caractère massif. L'Inquisition médiévale avait été principalement établie pour lutter contre les hérésies, c'est-à-dire les interprétations divergentes de la doctrine chrétienne, comme le catharisme ou le valdéisme, et non contre la sorcellerie. La chasse aux sorcières de masse fut le produit de son époque, une période de profonds bouleversements sociaux, religieux et politiques. La Réforme a scindé l'Europe et les guerres de religion ont engendré peur et haine. Dans ce climat de suspicion généralisée, la croyance en des conspirations de sorcières a trouvé un terrain fertile. Les persécutions étaient d'ailleurs menées non seulement par des tribunaux catholiques, mais aussi protestants, et très souvent, les autorités civiles se montraient encore plus impitoyables que les juridictions ecclésiastiques. Donc, la prochaine fois que vous verrez un film mettre en scène un bûcher sur fond de cathédrale gothique, rappelez-vous qu'il s'agit d'une erreur de chronologie. L'horreur majeure de la chasse aux sorcières s'est déployée après la fin du Moyen Âge. La ceinture de chasteté est un symbole récurrent du Moyen Âge, souvent dépeint comme une période sombre et brutale, et que l'on adore exploiter au cinéma ou à la télévision. C'est cet appareil métallique prétendument terrifiant qu'un chevalier jaloux imposait à son épouse avant de partir aux croisades, cherchant ainsi à garantir sa fidélité. Une image si frappante qu'elle est désormais gravée dans la conscience populaire. Pourtant, à l'instar du droit de cuissage, les historiens émettent de sérieuses réserves quant à son authenticité historique. En fait, la grande majorité des prétendues ceintures de chasteté exposées dans les musées se révèlent, après analyse, être des contrefaçons datant du XIXe siècle. L'ère victorienne, marquée par une obsession de la morale et une sexualité refoulée, a vu naître un vif intérêt pour ces artefacts dits médiévaux. Nombre d'entre eux furent justement fabriqués à cette époque pour répondre à la demande du public et des collectionneurs. Si l'on considère la question d'un point de vue purement pratique, l'utilisation d'un tel dispositif aurait été extrêmement problématique. Premièrement, l'hygiène. Le port prolongé d'une armature métallique aurait inévitablement entraîné irritations, blessures et infections graves, d'autant plus en l'absence d'antiseptiques. Ce n'était pas seulement inconfortable, c'était potentiellement mortel. Deuxièmement, quid des besoins naturels? Toute conception aurait nécessité des ouvertures, ce qui, par définition, aurait neutralisé toute fonction protectrice de l'objet. De plus, les premières mentions et représentations de la ceinture de chasteté ne figurent pas dans les chroniques médiévales, mais bien dans les textes et les gravures de l'époque de la Renaissance, et ce, généralement dans un cadre satirique ou allégorique. Par exemple, une illustration datant du XVe siècle présente ce type de ceinture sous un angle clairement humoristique. Il est tout à fait possible que la ceinture de chasteté ait existé, non pas comme un objet réel et répandu pour le contrôle des femmes, mais comme une pure métaphore, une plaisanterie licencieuse, ou peut-être même comme un accessoire masochiste précoce. L'idée que les chevaliers emprisonnaient leurs épouses dans le fer est avant tout une invention des époques postérieures, soucieuse de dépeindre le Moyen-Âge comme une ère de barbarie et d'oppression féminine. Imaginez un Viking. Quelle est la première image qui vous vient à l'esprit? Sans doute celle d'un puissant guerrier barbu, coiffé de son célèbre casque à cornes. Cette image est omniprésente dans les films, les dessins animés, les bandes dessinées, et sert même d'emblème à des équipes sportives. C'est l'attribut le plus reconnaissable des Vikings, mais c'est aussi la plus grande supercherie historique. Les archéologues n'ont jamais découvert le moindre casque à cornes datant de l'époque viking, soit du 8e au 11e siècle. Tous les casques retrouvés, comme le célèbre exemplaire de Geirmundbu en Norvège, sont de forme simple, coniques ou arrondies, parfois agrémentés d'une protection pour le nez ou les joues. Ils étaient purement fonctionnels et destinés à la protection au combat. Une corne sur un casque n'est pas seulement une décoration inutile, c'est un détail mortellement dangereux.
Une épée ou une hache ennemie aurait pu s'y accrocher facilement, provoquant la chute du casque ou, pire encore, le bris de la nuque du guerrier. Les Vikings étaient des guerriers aguerris et pragmatiques. Ils n'auraient jamais utilisé un équipement aussi peu pratique. Mais alors, d'où vient ce mythe? Sa naissance est intimement liée à l'ère du romantisme au XIXe siècle. Les Européens, notamment en Scandinavie et en Allemagne, redécouvraient leur passé qualifié de barbares. Artistes et écrivains s'employèrent à créer une image héroïque et dramatique des anciens Germains et des Vikings. L'artiste Carl-Émile Doepler joua un rôle clé dans la popularisation du casque à cornes en concevant les costumes pour la première de l'opéra de Richard Wagner, L'Anneau du Nibelung, en 1876. C'est lui qui a coiffé les Vikings de l'opéra de ces casques spectaculaires et théâtraux. Cette image s'est révélée si puissante et si mémorable qu'elle fut instantanément associée aux Vikings, s'ancrant fermement dans la culture populaire. L'origine lointaine de cette image pourrait provenir de découvertes beaucoup plus anciennes. On a par exemple trouvé des casques rituels à cornes datant de l'âge du bronze, bien avant les Vikings, mais ceux-ci étaient utilisés lors de cérémonies et non au combat. De même, des couvre-chefs à cornes étaient parfois portés par les prêtres des anciennes tribus germaniques et celtiques. Mais cela n'a strictement aucun rapport avec les véritables Vikings, ces guerriers redoutables qui ont terrorisé l'Europe. Le mythe selon lequel, au Moyen-Âge, tout le monde, du paysan au roi, croyait que la terre était plate et que Christophe Colomb fut un génie audacieux qui défia cette erreur universelle, est l'une des idées reçues les plus tenaces de l'histoire. On l'utilise souvent pour marquer un contraste entre le Moyen-Âge obscur et superstitieux et l'époque éclairée des grandes découvertes. Or, la vérité est que la quasi-totalité des érudits et des gens instruits savaient que la Terre était une sphère. Cette connaissance ne s'est jamais perdue depuis l'Antiquité. Les savants grecs, tels que Pythagore, Platon et Aristote, avaient déjà fourni des preuves irréfutables de la rotondité de la Terre. Par exemple, l'ombre projetée sur la Lune lors des éclipses ou la modification de la position des étoiles lorsqu'on se déplace vers le nord ou le sud. Leurs travaux étaient parfaitement connus des intellectuels médiévaux. Des penseurs influents du début du Moyen-Âge comme Bède le Vénérable et Isidore de Séville parlèrent de la forme sphérique de la Terre comme d'un fait établi. Plus tard, cette notion faisait partie du programme d'études standard des universités. Saint Thomas d'Aquin, l'un des plus grands théologiens, parlait sans l'ombre d'un doute de la forme sphérique de notre planète. Cette connaissance se reflète également dans l'art. Sur de nombreuses représentations, les monarques tiennent un orbe, une sphère surmontée d'une croix, symbolisant la terre sous l'autorité du Christ. Mais alors, quel était réellement l'objet du désaccord entre Christophe Colomb et les savants de la cour royale? Eh bien, ils ne se disputaient pas sur la forme de la terre, mais sur sa taille. Colomb, se basant sur des calculs erronés, croyait que la Terre était bien plus petite qu'elle ne l'est en réalité. Il pensait pouvoir atteindre l'Asie en naviguant vers l'ouest en quelques semaines seulement. Ses adversaires, s'appuyant sur des estimations antiques beaucoup plus précises, soutenaient que la distance était bien trop grande et qu'aucun navire de l'époque n'aurait pu faire le voyage faute de provisions. Et ils avaient parfaitement raison. Si Colomb a réussi, c'est uniquement parce qu'il a eu la chance de tomber sur un continent inconnu en chemin. Le mythe de la Terre plate, quant à lui, a été créé et popularisé au XIXe siècle par des auteurs comme Washington Irving et John Draper, dans le cadre de leur combat contre l'influence de la religion sur la science. Ils ont créé une caricature qui, malheureusement, s'est avérée extrêmement persistante. La vie était courte et brutale. À 30 ans, on était considéré comme un vieillard, et seuls quelques rares individus atteignaient la quarantaine. Cette affirmation, souvent entendue dans les films documentaires ou de fiction, dresse le portrait d'un monde peuplé presque exclusivement de jeunes. Or, ce mythe repose sur une mauvaise interprétation des données statistiques. Il est vrai que l'espérance de vie moyenne au Moyen Âge était faible. Elle oscillait autour de 30 à 35 ans. Mais cet indicateur n'est qu'une moyenne arithmétique,
et il est fortement faussé par un taux de mortalité infantile et juvénile incroyablement élevé. En l'absence d'antibiotiques, de vaccins et de notions modernes d'hygiène, de nombreux enfants mouraient au cours de leur première année ou dans la petite enfance, victimes de maladies aujourd'hui facilement curables. Cependant, si un enfant survivait à cette période critique et atteignait, disons, l'âge de 21 ans, ses chances de vivre vieux augmentaient drastiquement. Une personne qui avait atteint l'âge adulte pouvait tout à fait espérer vivre jusqu'à 60, 70, voire 80 ans. L'histoire regorge d'exemples de personnes ayant vécu longtemps. Par exemple, le roi d'Angleterre Édouard III a régné 50 ans et est mort à 64 ans. La célèbre Aliénor d'Aquitaine, reine de France puis d'Angleterre, a vécu plus de 80 ans, restant une figure politique influente jusqu'à sa mort. Le philosophe et théologien Albert le Grand est, quant à lui, mort vers l'âge de 87 ans. Bien sûr, la vie était semée d'embûches. Les guerres, la famine et les épidémies, comme la peste noire qui, au XIVe siècle, a décimé le tiers de la population européenne, tout cela affectait la démographie. Mais cela ne signifie absolument pas que les gens vieillissaient et mouraient à 30 ans. L'idée qu'un homme de 30 ans soit un vieillard est une aberration. À cet âge-là, au contraire, l'individu était dans la force de l'âge. Le chevalier achevait de gagner son expérience, le marchand bâtissait son empire commercial, et le paysan était souvent déjà chef d'une grande famille. Ainsi, la faible espérance de vie moyenne ne signifie pas que tout le monde mourait jeune, mais, plutôt qu'atteindre l'âge adulte, était une véritable épreuve. Cependant, ceux qui y parvenaient vivaient presque aussi longtemps que leurs descendants des siècles plus tard, avant l'avènement de la révolution médicale. Les scènes de festin au cinéma nous dépeignent souvent une image brutale. Nobles et chevaliers déchirent la viande avidement avec les mains, jettent les os aux chiens sous la table et s'essuient les doigts graisseux sur leurs vêtements. Les couverts semblent se limiter au couteau et peut-être à la cuillère. La fourchette, elle, est présentée comme un objet exotique, voire décadent, apparu bien plus tard. En réalité, l'histoire des ustensiles de table est plus complexe. Le couteau et la cuillère étaient effectivement les outils principaux et personnels tout au long du Moyen-Âge. Chaque convive arrivait souvent au banquet muni de son propre couteau. Les cuillères, elles, servaient pour les soupes, les bouillies et les sauces. Mais l'histoire de la fourchette est bien plus fascinante. Contrairement à la croyance populaire, elle n'a pas été inventée à l'époque moderne. Elle était déjà connue bien avant. De petites fourchettes à deux dents étaient utilisées dès l'Antiquité, notamment dans la Rome antique et à Byzance. C'est d'ailleurs depuis Byzance que la fourchette a entamé son voyage vers l'Europe. Au XIe siècle, une princesse byzantine, épousant un doge vénitien, apporta cet ustensile avec elle en Italie. Initialement, les Italiens se sont montrés méfiants, y voyant un luxe superflu et un signe de mollesse. Un ecclésiastique est même allé jusqu'à la qualifier d'instrument du diable. Cependant, grâce aux liens commerciaux étroits entre l'Italie et l'Orient, la fourchette s'est progressivement implantée sur la péninsule apennine, surtout chez les riches citadins. Elle s'avérait très pratique pour manger des pâtes et des fruits au sirop sans se salir les mains. Dans le reste de l'Europe, sa diffusion fut beaucoup plus lente. En France, elle n'est vraiment entrée en usage qu'au XVIe siècle, popularisée notamment par Catherine de Médicis. En Angleterre et en Allemagne, elle ne deviendra courante que bien plus tard. Ainsi, si un film se déroule par exemple dans la France du XIIIe siècle, l'absence de fourchette sur la table royale est historiquement exacte. Mais s'il s'agit de l'Italie de la Renaissance, leur présence est indispensable. Il est crucial de réaliser que l'étiquette médiévale était extrêmement stricte, surtout dans la haute société. Des traités entiers existaient sur les règles de conduite à table. Il était interdit de mâcher bruyamment, de parler la bouche pleine ou de se curer les dents avec son couteau. On se lavait les mains avant et après le repas. On mangeait en utilisant seulement 3 doigts, veillant à ne pas souiller la paume. Par conséquent, l'image du banquet sauvage et incivilisé n'est qu'une autre caricature conçue pour divertir le public. Le cinéma donne l'impression que le Moyen-Âge n'était qu'une seule et interminable guerre.
Les chevaliers passent leur temps à se battre lors de tournois ou dans d'interminables batailles. Les paysans, eux, subissent des raids constants. La paix et le calme ne seraient qu'une brève trêve entre des carnages sanglants. Il est vrai que le Moyen-Âge fut une période de conflits armés fréquents. Le morcellement féodal, les querelles de succession, les croisades, les raids des Vikings puis des Mongols, tout cela faisait de la guerre une réalité quotidienne. Toutefois, l'idée d'une guerre permanente à l'échelle de l'Europe entière est une simplification excessive. Premièrement, les guerres étaient avant tout saisonnières. Les campagnes commençaient généralement au printemps, une fois que les pâturages permettaient de nourrir les chevaux, et se terminaient à l'automne, avant les récoltes. Durant l'hiver, l'activité militaire cessait généralement. Deuxièmement, l'ampleur des affrontements n'était pas comparable à celle des guerres de l'époque moderne. Les armées restaient relativement modestes, allant de quelques centaines à quelques milliers d'hommes. Les grandes batailles, engageant des dizaines de milliers de guerriers, étaient rares et marquaient l'histoire. Plus souvent, la guerre se résumait à une série de sièges, de petites escarmouches, de raids de pillage et de manœuvres stratégiques. L'objectif principal n'était pas d'anéantir l'armée adverse lors d'une bataille rangée, mais plutôt de l'épuiser économiquement, de prendre ses châteaux et de la forcer à la négociation. L'Église, elle aussi, cherchait à limiter la violence. Elle instaurait la fameuse trêve de Dieu, Tregadei, qui interdisait les opérations militaires durant certains jours de la semaine, par exemple du mercredi soir au lundi matin, ainsi que pendant les grandes fêtes religieuses. Elle proclamait également la paix de Dieu, Pax Dei, qui déclarait inviolables les membres du clergé, les femmes, les enfants, les paysans et leurs biens. Bien sûr, ces interdictions étaient souvent ignorées, mais leur simple existence démontre la volonté de la société d'établir un cadre, même minimal, pour la guerre. En conclusion, si la guerre était effectivement une composante majeure de la vie médiévale, elle n'était ni totale ni ininterrompue. Il y avait de longues périodes de paix, et la majorité des gens, en particulier les paysans, pouvaient vivre toute leur existence sans jamais assister à un véritable affrontement. Dans les films, les tavernes regorgent de personnages buvant de la bière ou de l'âle à toute heure, du petit déjeuner au souper. On en vient à croire que l'eau était si sale et dangereuse que personne ne la touchait, lui préférant systématiquement les boissons alcoolisées. Ce mythe contient une part de vérité, mais il l'exagère grandement. Effectivement, la bière et l'âle, et dans les régions du sud, le vin, étaient des boissons extrêmement populaires. Elles étaient nourrissantes, riches en calories, un apport essentiel pour ceux qui effectuaient des travaux physiques pénibles. Surtout, le processus de brassage, qui impliquait l'ébullition, tuait la majorité des bactéries pathogènes, rendant ces boissons bien plus sûres que l'eau provenant de sources douteuses. Pour autant, cela ne veut pas dire que l'eau était totalement bannie. La qualité de l'eau dépendait fortement du lieu de résidence. À la campagne, où l'on trouvait des sources, des puits et des rivières propres, l'eau était bue sans problème. En ville, la situation était plus délicate en raison de la pollution, mais même là, les autorités tentaient de résoudre le problème. On construisait des aqueducs, des fontaines publiques et des puits pour fournir de l'eau salubre aux citadins. Les monastères étaient d'ailleurs réputés pour leur système d'approvisionnement en eau sophistiqué. Il est crucial de comprendre que la bière et l'âle médiévale étaient très différentes de celles que nous consommons aujourd'hui. Elles étaient beaucoup moins fortes. On pourrait les comparer à du kvass moderne. C'était plus un pain liquide qu'une boisson enivrante et on en donnait même aux enfants. Il existait différents types, une bière forte pour les fêtes et une bière légère pour la consommation quotidienne. Ainsi, lorsque nous voyons un personnage boire plusieurs litres d'affilée, il faut se souvenir que sa teneur en alcool était très probablement minime. Outre la bière et l'eau, les gens buvaient d'autres choses. Le lait et les produits laitiers, comme le petit lait, constituaient une part importante du régime alimentaire. Dans les foyers aisés, on consommait du vin coupé d'eau, ainsi que divers jus de fruits et des cidres. Par conséquent, l'affirmation selon laquelle tout le monde ne buvait que de la bière parce que l'eau était toxique est une simplification excessive. Le choix de la boisson dépendait de la région, du statut social, de la saison et de l'accès à des sources d'eau propre.
et la bière elle-même était avant tout une denrée alimentaire plutôt qu'un moyen de s'enivrer. Au cinéma, la vie du paysan médiéval est souvent dépeinte comme un enfer sans répit. On y voit un homme courbé sur ses champs du lever au coucher du soleil, se nourrissant de simples bouillies de navets, logeant dans une sombre masure et ignorant toute forme de plaisir, à l'exception, peut-être, de quelques rares fêtes religieuses. Sa vie est monotone, morne et pleine de souffrances. Certes, cette image reflète la dureté du travail paysan, mais elle occulte totalement la richesse de la vie sociale et culturelle de la communauté villageoise. Il est vrai que le labeur au champ était exténuant et soumis aux caprices de la météo. Les paysans formaient l'écrasante majorité de la population et portaient le poids principal des impôts et des corvées. Pourtant, leur existence ne se résumait pas uniquement au travail. Premièrement, les paysans bénéficiaient de nombreux jours de repos. Le calendrier liturgique était riche en célébrations: Noël, Pâques, la Pentecôte, les fêtes de saints. Au total, on comptait entre 80 et 90 jours chômés par an. Ces fêtes étaient célébrées par l'ensemble du village, souvent accompagnées de banquets, de danses, de jeux et de foires. C'était un temps essentiel de détente et de sociabilité. Deuxièmement, la communauté rurale jouissait d'une autonomie considérable. Elle possédait ses propres représentants élus, ses tribunaux locaux qui réglaient les petits différends entre voisins, ainsi que ses terres communes, comme les pâturages et les forêts. La vie au village était intrinsèquement collective. Les gens s'entraidaient durant les semailles et les récoltes, construisaient ensemble des maisons et entretenaient les chemins. Bien sûr, des conflits existaient, mais le sentiment d'appartenance à la communauté restait extrêmement fort. Troisièmement, les paysans avaient leurs propres loisirs. Durant l'hiver, lorsque les travaux agricoles étaient au ralenti, ils se consacraient à l'artisanat, vannerie, réparation d'outils, tissage. Les veillées étaient l'occasion de se réunir pour écouter des contes, des légendes ou les chansons des ménestrels itinérants. Ils avaient aussi leurs propres jeux, lutte, jeux de balle, l'équivalent d'un football rustique, ou encore les fameuses batailles de poing opposant un village à l'autre. La vie du paysan était certes rude et pleine de privations, mais elle n'était pas dénuée de lumière. Elle laissait place à la fête, à la créativité et aux liens sociaux. La réduire uniquement à un labeur exténuant, c'est priver ces hommes et ces femmes de leur dignité humaine et de la riche culture qu'ils ont su créer. Dans les films, la femme médiévale est souvent dépeinte comme un être sans aucun droit et constamment opprimé. Son seul rôle se réduirait à mettre des enfants au monde, tenir la maison et obéir en tout point à l'homme, que ce soit le père ou l'époux. On lui refuse toute voix, toute propriété et toute opportunité de s'épanouir personnellement. Or, cette image est une simplification grossière. La condition féminine au Moyen-Âge était complexe et dépendait énormément du statut social, mais elle n'était jamais synonyme d'absence totale de droits. Dans le milieu paysan, la femme était une partenaire à part entière de son mari. Non seulement elle s'occupait du foyer et de l'éducation des enfants, mais elle travaillait au champ sur un pied d'égalité avec l'homme, cultivait le potager et s'occupait du bétail. De nombreuses femmes exerçaient aussi des métiers artisanaux comme le brassage de bière ou le tissage, ce qui assurait un revenu supplémentaire à la famille. Au décès de son mari, la veuve héritait de l'exploitation et en devenait la chef de famille à part entière. Les femmes jouaient également un rôle crucial dans les villes. Elles étaient autorisées à intégrer des corporations artisanales et à posséder leurs propres ateliers ou boutiques. Elles étaient particulièrement nombreuses dans le secteur du textile, le commerce alimentaire et la gestion de tavernes. Souvent, la citadine mariée agissait comme véritable associée d'affaires de son époux. Dans la sphère aristocratique, la situation était différente. Le mariage restait avant tout une alliance politique et économique. Cependant, cela ne faisait pas de l'épouse un simple pion. Lorsqu'elle gérait l'immense domaine du château pendant que son mari était en campagne ou en guerre, la dame devenait de facto la régente de ses terres. Elle supervisait les serviteurs, tenait les comptes et organisait la défense. L'histoire regorge d'exemples de femmes puissantes et influentes, reines, régentes ou abbesses. Des figures comme Aliénor d'Aquitaine, Blanche de Castille
ou l'impératrice Mathilde sont intervenues activement dans la haute politique. Bien sûr, la société patriarcale imposait de sérieuses restrictions. Les femmes étaient exclues de la plupart des fonctions publiques, elles ne pouvaient pas être juges ni prêtres, et leur accès à l'éducation était limité. Mais résumer leur existence à la simple soumission et à l'absence de droit, c'est ignorer leur contribution réelle à l'économie, la culture et même la politique de cette époque. Elles n'étaient pas des victimes passives, mais bien des actrices majeures du processus historique. Le chevalier blanc est l'incarnation de la noblesse, de l'honneur et de la galanterie. Il est celui qui protège les faibles, voue son service à une dame idéale et respecte un code d'honneur strict. Cette image romantique, façonnée par la littérature courtoise puis reprise par des auteurs comme Walter Scott, est profondément ancrée dans notre imaginaire collectif. Pourtant, le chevalier médiéval, dans la réalité, était loin de cet idéal. La chevalerie était d'abord et avant tout un ordre militaire. Le chevalier était un guerrier professionnel, un cavalier cuirassé. Sa mission première était le combat. Or, la guerre médiévale était une entreprise d'une grande brutalité. Le pillage, les exactions contre les populations civiles et la prise d'otages contre rançon étaient monnaie courante. Ce même chevalier, qui dans les romans courtise galamment une dame, pouvait, dans la réalité, incendier sans le moindre scrupule un village appartenant à l'ennemi de son seigneur. Certes, le code d'honneur chevaleresque existait. Il insistait sur la fidélité au suzerain, la bravoure sur le champ de bataille, la protection de l'Église et la générosité. Cependant, ces règles s'appliquaient essentiellement aux relations entre pairs, c'est-à-dire les autres chevaliers. Vis-à-vis des roturiers ou des manants, le chevalier ne se sentait généralement tenu par aucune obligation. Les paysans n'étaient souvent pour lui qu'une source de revenus et, occasionnellement, de la chair à canon. La courtoisie, l'amour courtois et le service rendu à la dame étaient davantage un phénomène littéraire et culturel qu'une réalité quotidienne. Il s'agissait d'un jeu social élaboré, prisé dans les cours des grands seigneurs, destiné à polisser les mœurs guerrières. Mais cet idéal n'avait que très peu à voir avec les mariages réels, conclus, rappelons-le, par pur calcul politique ou financier. Bien sûr, certains chevaliers s'efforçaient de se montrer dignes de ce haut idéal. L'histoire retient des exemples de véritable noblesse et d'abnégation. Cependant, dans leur grande majorité, ils restaient le pur produit de leur époque violente. Ils pouvaient être à la fois de pieux chrétiens et des assassins sans pitié, des protecteurs généreux et des prédateurs avides. L'image idéalisée du chevalier sans peur et sans reproche n'est qu'une belle légende qui s'éloigne considérablement de la vérité historique. Le chevalier réel était une figure complexe et profondément ambivalente, loin du simple héros de papier glacé des romans. Au cinéma, les châteaux sont souvent dépeints comme de sinistres geôles de pierre, froides et inhospitalières. On imagine des murs dénudés, des couloirs résonnants, la faible lueur des torches et des courants d'air permanents. La vie y semble d'une austérité insupportable, même pour leurs riches propriétaires. Cette image n'est que partiellement vraie. Le château était avant tout une forteresse, et sa fonction principale était la défense. De ce fait, d'épais murs, des fenêtres étroites, les meurtrières, et des portes massives étaient indispensables. Mais cela ne signifie pas que l'intérieur manquait totalement de confort. Les hommes du Moyen-Âge, tout comme nous, cherchaient à rendre leur logis le plus douillet possible. Les murs des pièces de vie n'étaient pas laissés à nu. Ils étaient soit enduits et blanchis, puis ornés de fresques ou d'arabesques colorées, soit, mieux encore, recouverts de tapisseries et de tissus précieux. Ces tentures ne servaient pas seulement à décorer et à afficher la richesse du maître des lieux. Elles avaient une fonction pratique cruciale. Elles isolaient du froid et coupaient les courants d'air. Les sols, qu'ils soient en pierre, en carreau ou en bois, étaient recouverts de tapis, un luxe souvent importé d'Orient, ou, dans les demeures plus modestes, de nattes de paille renouvelées régulièrement. La principale source de chaleur et de lumière restait la cheminée. Au début du Moyen-Âge, c'était un simple foyer central avec un conduit dans le toit. Plus tard, sont apparues les cheminées murales à conduit, bien plus efficaces.
Elles chauffèrent la pièce tout en créant une ambiance accueillante. On utilisait aussi des braseros remplis de charbons ardents comme chauffage d'appoint. L'éclairage n'était pas uniquement assuré par les torches fumantes, généralement réservées aux zones de service et aux murailles. Dans les pièces d'habitation, on brûlait des chandelles, en suif pour les gens du commun, et de coûteuses bougies en cire d'abeille pour la noblesse. Ces dernières offraient une lumière plus stable et une odeur agréable. Des lampes à huile étaient également utilisées. Le mobilier était massif et pratique, lits à baldaquin, qui aidaient aussi à conserver la chaleur, grands coffres pour le rangement, tables et bancs. Ainsi, même si un château médiéval n'offrait pas le confort d'un foyer moderne, il était loin d'être l'endroit sinistre et lugubre que le cinéma aime tant nous dépeindre. L'anarchie, le chaos, le banditisme rampant, voilà l'image que le cinéma nous donne du Moyen-Âge. On a l'impression qu'il n'existait ni loi, ni tribunaux, et que toutes les querelles se réglaient uniquement par la force de l'épée. Voyager sur les routes était censé être mortellement dangereux à cause des brigands tapis derrière chaque buisson. Or, cette image d'anarchie totale est largement exagérée. La société médiévale était au contraire extrêmement complexe et strictement réglementée. Il existait un système juridique ramifié et très structuré. Premièrement, il y avait le droit coutumier, fondé sur des traditions et des usages séculaires. Il régissait la vie des communautés paysannes, les relations familiales et les questions d'héritage. Deuxièmement, le droit féodal définissait les relations entre les seigneurs et leurs vassaux, serment de fidélité, obligations militaires et possession des terres. Troisièmement, avec l'essor des villes, le droit urbain s'est développé. On pense par exemple au droit de Magdebourg, offrant aux bourgeois une certaine autonomie et protégeant leurs intérêts commerciaux. Enfin, le droit canonique ou ecclésiastique régissait les questions de mariage et de moralité et s'occupait des affaires du clergé. De plus, à partir du XIIe siècle, l'Europe a connu une véritable renaissance du droit romain qui a d'ailleurs servi de base à de nombreux systèmes juridiques modernes. Le système judiciaire était lui aussi à plusieurs niveaux. Chaque seigneur féodal possédait son propre tribunal pour ses vassaux et ses paysans. Les villes avaient leur propre juridiction et l'Église disposait de sa propre cour. Il existait aussi les tribunaux royaux dont l'autorité s'est renforcée progressivement. Les procès étaient complexes et extrêmement formalisés. On utilisait les témoignages et les documents écrits comme preuve. Certes, des pratiques archaïques subsistaient, telles que le duel judiciaire ou les ordalies, l'épreuve par le feu ou par l'eau, mais elles sont progressivement tombées en désuétude, notamment après leur interdiction par l'Église en 1215. Bien sûr, l'application de la loi était loin d'être parfaite. Un seigneur féodal puissant pouvait aisément ignorer les décisions d'un tribunal. Le brigandage sur les routes était un véritable fléau, surtout durant les périodes de troubles ou de guerres intestines. Mais cela ne signifie absolument pas que le droit était inexistant. Au contraire, les hommes du Moyen-Âge étaient profondément préoccupés par les questions de justice et de légalité. Leur monde était régi par les lois, les contrats et les serments, et non par l'anarchie totale. Dans les films, l'Inquisition est souvent dépeinte comme une police secrète toute puissante, dont les agents traquent les hérétiques partout. Les caves de chaque monastère seraient même équipées d'atroces chambres de torture, avec des chevalets, des brodequins et des vierges de fer. Cette image est en grande partie le fruit de la propagande protestante et de la littérature anticléricale ultérieure. En réalité, l'Inquisition médiévale était un phénomène plus complexe et beaucoup moins omniprésent. L'Inquisition, du latin inquisitio, signifiant enquête ou recherche, fut créée au XIIIe siècle comme un tribunal ecclésiastique spécialisé destiné à lutter contre les hérésies. L'Église considérait ces dernières comme une menace pour le salut des âmes et la stabilité de la société. Il ne s'agissait pas d'une organisation centralisée unique. Des tribunaux distincts opéraient dans différents pays, sous l'autorité des évêques locaux ou directement du pape. Les inquisiteurs étaient généralement des théologiens très instruits, souvent
issus des ordres dominicains ou franciscains. Leur mission première n'était pas de torturer et d'exécuter, mais plutôt de ramener l'hérétique au sein de l'Église par la pénitence et la repentance. La procédure inquisitoriale était strictement réglementée. L'accusé prenait connaissance des charges et avait la possibilité de se défendre et d'amener des témoins. L'usage de la torture fut certes autorisé par une bulle papale en 1252, mais avec de sévères restrictions. Elle ne pouvait être appliquée qu'une seule fois et sans entraîner de mutilation ou d'effusion de sang. Bien sûr, ces règles étaient souvent bafouées et des abus existaient, mais la torture n'était ni la partie principale ni la partie obligatoire du processus. On utilisait bien plus souvent la pression psychologique, des interrogatoires prolongés ou l'emprisonnement. La majorité des sentences inquisitoriales n'étaient pas des condamnations à mort. Le châtiment le plus fréquent était la pénitence ecclésiastique, pèlerinage, amende ou le port de signes distinctifs sur les vêtements. La peine capitale par bûcher n'était réservée qu'aux hérétiques obstinés, non repentis, ou à ceux qui retombaient dans l'hérésie. De plus, l'exécution elle-même était menée par les autorités séculières et non par l'Église. L'ampleur des activités de l'Inquisition a elle aussi été grandement exagérée. Elle agissait localement, surtout dans les régions où les hérésies étaient particulièrement fortes, comme dans le sud de la France contre les cathares. Elle était pratiquement absente en Angleterre et en Scandinavie. Quant à la célèbre Inquisition espagnole, réputée pour sa sévérité, elle est un phénomène bien plus tardif, fin du XVe siècle, et était placée sous le contrôle étroit de la couronne. L'image d'une inquisition omniprésente et généralisée, uniquement dédiée à la torture, relève donc de la légende noire et non de la réalité historique. Au cinéma, la cuisine médiévale se résume souvent soit à la maigre soupe paysanne, soit aux montagnes de viande rôtie à la broche chez les aristocrates. On s'imagine que la nourriture était grossière, monotone et souvent avariée. En réalité, pour ceux qui en avaient les moyens, la gastronomie était un art complexe et raffiné. Ce qui distinguait le plus la cuisine médiévale de la nôtre, c'était son amour immodéré pour les épices. Loin d'être utilisée simplement pour masquer le goût d'une viande avariée, ce qui est un autre mythe, car on n'aurait jamais gaspillé de coûteuses épices sur de mauvais produits, elles étaient avant tout un puissant symbole de statut et de richesse. Cannelle, clous de girofle, noix de muscade, gingembre, poivre, safran, tous ces trésors venaient d'Orient et valaient des sommes astronomiques. Les plats étaient généreusement assaisonnés, donnant lieu à des mélanges de saveurs complexes et étonnantes pour nous aujourd'hui. Par exemple, la viande était souvent cuisinée avec des fruits et du sucre, tout en étant acidulée par du vinaigre pour le contraste. Les sauces aigres douces étaient particulièrement populaires. Les cuisiniers adoraient également surprendre leurs convives. Ils excellaient dans l'art des entremets ou plats trompe-l'œil qui ressemblaient à une chose mais en goûtaient une autre. Ils pouvaient, par exemple, préparer du poisson pour qu'il ait l'apparence d'un morceau de viande, ou façonner un château miniature en pâte d'amande. Lors des grands festins, on servait un paon ou un cygne rôti que l'on rhabillait ensuite de ses plumes pour lui rendre son apparence de bête vivante. La viande était effectivement consommée en grande quantité, mais elle n'était pas seulement rôtie. Elle était bouillie, mijotée, transformée en pâté et en tourte. Outre le bœuf, le porc et l'agneau, on consommait beaucoup de gibier, cerfs, sangliers, lièvres, ainsi qu'une grande variété de volailles, allant de la poule aux grues et aux hérons. Le poisson était essentiel, car le calendrier religieux imposait de nombreux jours maigres durant lesquels la viande était interdite. On le salait, on le fumait, on le séchait ou on le mangeait frais. Les légumes et les fruits étaient également présents en abondance. Choux, navets, oignons, ail, pois, fèves, pommes, poires, prunes et cerises. Le pain restait la base de l'alimentation, mais il variait du pain de seigle grossier des pauvres au pain blanc et raffiné, fait de blé, réservé à la noblesse. Ainsi, la cuisine médiévale était riche, variée et pleine de surprises, bien loin de l'image d'une alimentation primitive et sans saveur. Au cinéma, quand un personnage médiéval sourit, on voit souvent une bouche édentée, ou alors une rangée clairsemée de chicots gâtés.
La croyance populaire veut que la dentisterie était inexistante et l'hygiène buccale totalement inconnue, impliquant que tout le monde perdait ses dents en vieillissant. Pourtant, ce stéréotype ne correspond pas entièrement à la réalité. L'état dentaire des gens du Moyen Âge était même, chose surprenante, meilleur sous certains aspects que celui des populations des époques suivantes, et ce, jusqu'au XXe siècle. La raison principale se trouve dans leur régime alimentaire. Le grand ennemi de nos dents, c'est le sucre. Or, au Moyen Âge, le sucre était un produit d'importation incroyablement cher, uniquement accessible à la frange la plus aisée de la société. La grande majorité des gens n'en consommaient que très peu. Leur alimentation de base était constituée de céréales complètes, de légumes secs et de légumineuses. C'était une nourriture grossière qui nécessitait une mastication soutenue, ce qui favorisait un nettoyage dentaire naturel. Bien sûr, cela ne signifie pas que les problèmes dentaires étaient absents. La carie existait, mais elle était bien moins courante qu'une fois le sucre devenu bon marché et largement disponible. Le véritable problème majeur, c'était l'usure dentaire ou l'abrasion. En raison de cette nourriture rustique, mais aussi à cause des fragments de sable et des éclats de meule qui se mélangeaient à la farine, l'émail dentaire s'érodait au fil du temps. Cette érosion pouvait exposer la dentine et la pulpe, entraînant douleurs intenses et infections. L'hygiène buccale, bien que rudimentaire à nos yeux, était une réalité. Les gens se rinçaient la bouche avec de l'eau ou du vin et se frictionnaient les dents avec un morceau de tissu imbibé d'eau salée ou de cendre. Les cure-dents étaient couramment utilisés. Les traités médicaux de l'époque renfermaient d'ailleurs des recettes de poudres et d'élixirs destinés à blanchir les dents et à rafraîchir la laine, utilisant des herbes aromatiques comme la menthe, la sauge ou le romarin. Évidemment, si une dent était trop douloureuse, elle était arrachée. Cette tâche n'incombait pas qu'aux médecins, mais aussi aux barbiers et parfois même aux forgerons. La procédure était terriblement douloureuse, l'anesthésie étant inexistante et entraînait souvent des complications. Mais cette image de population universellement édentée est une simple caricature. Les découvertes archéologiques démontrent d'ailleurs que beaucoup de gens conservaient la majorité de leurs dents jusqu'à un âge très avancé. Le mot même de médiéval est souvent employé dans le langage courant comme synonyme de quelque chose de cruel, de primitif, de rétrograde ou de stupide. On parle de barbarie médiévale, de torture médiévale ou de mentalité médiévale. Nous utilisons ce terme pour désigner tout ce qui nous paraît irrationnel et sauvage. Cette utilisation est un héritage direct de la fameuse légende noire, forgée à l'époque des Lumières. Elle ancre dans nos esprits une image caricaturale et absolument non historique d'une période qui a duré un millénaire. Comme nous l'avons déjà vu en déconstruisant les mythes précédents, le Moyen-Âge n'était ni primitif ni stupide. Ce fut une époque de débats philosophiques d'une grande complexité, d'avancées techniques étonnantes et de création d'œuvres majeures en art et en littérature. La pensée de l'homme médiéval n'était pas bête, elle était simplement différente. Elle était profondément religieuse, symbolique et hiérarchique. Le monde était perçu comme une création divine où chaque personne et chaque phénomène avait sa place prédéterminée. Cette vision du monde s'écarte beaucoup de la nôtre, scientifique et séculière, mais elle possédait sa propre logique interne et sa cohérence. La qualifier de rétrograde revient à faire preuve d'arrogance et d'une ignorance de l'histoire, en jugeant le passé selon les normes de la modernité. Certes, la cruauté et la violence faisaient partie de la vie médiévale, mais étaient-elles plus horribles que, disons, les atrocités du XXe siècle, avec ses guerres mondiales, ses génocides et ses régimes totalitaires? Les tortures médiévales sont effroyables, mais la guillotine des Lumières ou les chambres à gaz sont les produits d'époques plus civilisées. Chaque âge a ses propres formes de barbarie. La diabolisation du Moyen-Âge nous empêche d'en percevoir le véritable visage. Ce fut l'ère de la formation des nations, des langues et des États européens. Une époque qui nous a donné les universités, les parlements, les cathédrales gothiques, l'architecture romane, le chant grégorien, les romans de chevalerie et tant d'autres éléments qui constituent le socle de notre civilisation.
En renonçant à l'étiquette péjorative de médiéval, nous nous ouvrons à un monde complexe, riche et étonnamment vivant, qui mérite d'être étudié et respecté, plutôt que d'être méprisé. Dans l'imaginaire collectif, la société médiévale est souvent perçue comme statique. Le paysan naissait et mourait dans son village, sans jamais en franchir les limites. Les voyages étaient réservés à de rares audacieux, les marchands, les pèlerins ou les chevaliers. Pour la majorité, le monde s'arrêtait aux portes de leur hameau. Pourtant, cette image d'un Moyen-Âge sédentaire est loin de la vérité. Les populations se déplaçaient bien plus qu'on ne le croit, même si ces périples étaient synonymes d'énormes difficultés et de dangers. L'une des principales motivations du voyage était la religion. Le pèlerinage vers les lieux saints était un phénomène de masse. Des milliers d'Européens partaient à pied pour Rome, Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne ou même Jérusalem. Il ne s'agissait pas seulement de moines et d'aristocrates, mais aussi de simples artisans et de paysans. Une véritable infrastructure s'est développée le long de ces routes de pèlerinage, auberges, hôpitaux et ponts. Le commerce forçait également les gens à se déplacer. Les marchands parcouraient de vastes distances, formant des alliances commerciales puissantes comme la Hanse. Ils transportaient la soie et les épices d'Asie, la laine d'Angleterre, le vin de France. Les voies fluviales et maritimes constituaient des artères animées qui reliaient les différents coins de l'Europe. La guerre était une autre cause majeure de déplacement. Les chevaliers et les soldats s'engageaient dans les croisades, participaient aux guerres féodales ou servaient comme mercenaires dans des armées étrangères. Leurs voyages s'étendaient sur des milliers de kilomètres. Les érudits et les étudiants étaient, eux aussi, extrêmement mobiles. Ils passaient d'une université à l'autre, de Bologne à Paris, de Paris à Oxford, en quête des meilleurs professeurs. Le latin était la langue universelle de la science, facilitant grandement ces échanges. Même les paysans n'étaient pas totalement attachés à leurs terres. En période de famine ou de guerre, ils pouvaient migrer vers les villes en quête d'une vie meilleure. La maxime était célèbre. L'air de la ville rend libre. Si un cerf parvenait à vivre dans une ville pendant 1 an et 1 jour, il acquérait la liberté. Certes, les voyages étaient lents et périlleux. Les routes étaient en mauvais état et les bandits représentaient une menace bien réelle. Mais cela n'arrêtait pas les gens. Le Moyen-Âge était un monde en mouvement, parcouru par un réseau dense de chemins empruntés par les pèlerins, les marchands, les soldats et les universitaires, créant ainsi un espace culturel et économique unifié. Dans les films, un siège de château n'est jamais complet sans ces images spectaculaires de machines de jet. D'énormes engins, catapultes et trébuchets, lancent contre les murailles des blocs de pierre, des projectiles incendiaires ou même, comme on l'a vu chez Monty Python, des vaches. L'impression donnée est qu'il s'agissait là d'un équipement de série omniprésent. Les machines de jet ont, certes, joué un rôle majeur dans l'art de la guerre de siège, mais leur utilisation n'était ni aussi fréquente ni aussi simple que ce que le cinéma nous montre. Premièrement, il faut distinguer les types de machines. Ce que l'on appelle souvent catapulte dans les films est généralement soit un onagre, une machine utilisant l'énergie de cordes tordues, soit, plus fréquemment et plus efficacement, un trébuchet. Le trébuchet est une arme de jet à contrepoids, utilisant la force de gravité, capable de projeter de très lourds projectiles sur de longues distances. Il représentait l'apogée de l'ingénierie de siège médiévale. Deuxièmement, la construction et l'exploitation de telles machines représentaient une entreprise incroyablement complexe et coûteuse. Le trébuchet était une structure massive et sophistiquée, souvent assemblée directement sur le site du siège à partir de pièces préfabriquées. Son maniement exigeait une équipe entière d'ingénieurs expérimentés et de soldats. C'était une ressource d'élite, accessible uniquement aux rois ou aux seigneurs très fortunés, capables d'assurer un siège long et onéreux. Troisièmement, leur efficacité n'était pas toujours aussi garantie que dans les films. Percer une épaisse muraille de château était extrêmement difficile. Cela nécessitait beaucoup de temps et de tirs précis, ciblant le même point de la fortification. Le plus souvent, les machines de jet servaient non pas à la destruction des murs, mais à la démoralisation des défenseurs. Elles pouvaient lancer
par-dessus les remparts, non seulement des pierres, mais aussi des projectiles incendiaires, des têtes coupées de prisonniers ou des carcasses d'animaux morts pour propager des maladies. C'était une forme de guerre psychologique. D'ailleurs, la majorité des sièges au Moyen Âge ne se terminaient pas par une prise d'assaut spectaculaire avec l'effondrement des murs. Le château était plus souvent pris par la famine, en coupant l'approvisionnement, ou bien par la ruse ou la trahison. Ainsi, même si le trébuchet était une arme redoutable, il n'était pas la clé universelle ouvrant n'importe quel château. Sa présence sur le champ de bataille relevait bien plus de l'exception que de la règle, et signalait la gravité des intentions des assaillants. Dans les films qui s'efforcent de dépeindre la misère et la rudesse de la vie médiévale, les fenêtres des maisons et des châteaux sont souvent représentées comme de simples trous dans le mur, au mieux recouverts d'un tissu huilé ou d'une vessie de bœuf. Le vitrage y est présenté comme un luxe inimaginable, réservé aux seuls palais royaux. Cette vision est cependant une simplification excessive. La technologie du verre était connue depuis l'époque romaine et n'a jamais été perdue au Moyen Âge. Certes, produire du verre plat, lisse et parfaitement transparent tel que nous le connaissons, restait extrêmement difficile et coûteux. Mais le verre de fenêtre, lui, existait et était utilisé. Dans les églises et les cathédrales, de petits morceaux de verre coloré permettaient de créer ces immenses et complexes vitraux, qui comptent parmi les merveilles de l'art gothique. Ceci démontre, sans l'ombre d'un doute, que la technologie était maîtrisée et de haut niveau. Dans les châteaux et les riches demeures urbaines, le verre n'était pas rare non plus à partir du haut Moyen Âge. Typiquement, la fenêtre était divisée par des meneaux en pierre ou en bois, en plusieurs petites sections. De petites plaques de verre y étaient insérées, souvent de forme rhomboïdale et maintenues par des liens de plomb. Un tel vitrage n'offrait certes pas une transparence parfaite, mais il laissait passer la lumière et protégeait du vent et du froid bien mieux que tout autre matériau. Pour plus d'isolation ou d'intimité, ces fenêtres étaient souvent complétées à l'intérieur par des volets en bois. Chez les gens modestes, surtout dans les campagnes, le verre restait effectivement une rareté due à son coût. Les ouvertures murales étaient de petite taille pour préserver la chaleur, et elles étaient effectivement recouvertes de parchemin huilé, de cuir fin, de vessie de bœuf, ou simplement fermées la nuit par des panneaux de bois. Cependant, même dans les habitations les plus humbles, une ouverture existait, car la lumière était essentielle pour le travail et la vie quotidienne. L'idée que le Moyen Âge fut une époque sans fenêtre de verre est donc inexacte. Le verre était présent, il était utilisé. Sa diffusion n'était pas une question de technologie, mais une affaire de prix et de statut social. Et dans l'architecture ecclésiastique, il jouait même un rôle central, inondant l'espace de lumière divine. Le cinéma nous dépeint souvent le Moyen Âge comme une époque où l'argent était rare, où la principale forme d'échange économique était le troc, ou l'échange en nature. Le paysan payait le seigneur avec un sac de blé, tandis qu'en ville le cordonnier échangeait une paire de bottes contre une poule. L'économie monétaire semble alors à peine émerger. Pourtant, en réalité, la circulation monétaire n'a jamais complètement cessé après la chute de l'Empire romain. Certes, au début du Moyen Âge, pendant le déclin des villes et du commerce, l'économie est devenue plus basée sur l'échange en nature. Mais les pièces d'or, d'argent et de cuivre continuaient d'être frappées et utilisées. À partir du Xe et XIe siècle, avec la renaissance des villes, le développement de l'artisanat et du commerce, le rôle de l'argent a connu un essor fulgurant. De nouvelles mines d'argent ont été découvertes, ce qui a entraîné une augmentation significative de la masse monétaire. Une quantité impressionnante de monnaies différentes circulait, frappées non seulement par les rois, mais aussi par les grands seigneurs, les évêques et les villes libres. Cela créait de réelles difficultés, car les pièces variaient en poids et en pureté métallique. C'est pourquoi des changeurs sont apparus dans chaque grande ville. Ces professionnels maîtrisaient les taux de conversion et échangeaient les devises. Ils sont les ancêtres directs de nos banquiers modernes. Avec le développement du commerce, notamment international, des instruments financiers plus sophistiqués ont vu le jour. Les marchands italiens
ont inventé la lettre de change, une reconnaissance de dette écrite qui permettait de régler des transactions sans transporter d'énormes sommes d'espèces. C'était à la fois sûr et pratique. Les premières banques sont apparues, offrant des services de dépôt, d'octroi de crédit et de transfert d'argent. Bien sûr, à la campagne, le troc et le paiement des redevances en nature jouaient un rôle prépondérant. Mais même les paysans avaient des besoins d'argent pour régler certains impôts, comme la dîme ecclésiastique, ou pour acheter en ville des produits qu'ils ne pouvaient fabriquer eux-mêmes, tels que le sel ou le fer. Ainsi, l'économie médiévale était mixte. Elle voyait coexister à la fois une économie de subsistance et des relations marchandes et monétaires déjà très développées. La réduire uniquement au troc, c'est ignorer toute la complexité et le dynamisme des processus économiques de cette époque. Dans les films d'action se déroulant au Moyen Âge, toute blessure infligée par une épée ou une flèche, à l'exception d'une simple égratignure, est présentée comme mortelle. Si le héros est touché à l'abdomen ou à la poitrine, il meurt soit héroïquement sur le champ de bataille, soit il s'éteint lentement et douloureusement après quelques jours. On pourrait croire que la médecine était totalement impuissante face aux traumatismes graves. Certes, le taux de mortalité dû aux blessures était incontestablement élevé, principalement à cause de l'absence d'antibiotiques et du risque d'infection, mais les médecins et chirurgiens médiévaux étaient loin d'être démunis. Ils possédaient un savoir considérable en traumatologie, souvent accumulé au fil des siècles de guerres incessantes. Les chirurgiens savaient stopper les hémorragies, soit en utilisant la cautérisation au fer rouge, soit grâce à des poudres hémostatiques. Ils maîtrisaient l'extraction des pointes de flèches et des éclats d'armes. Pour cela, ils disposaient d'instruments spécialisés. Une fois le corps étranger retiré, la plaie était nettoyée, souvent avec du vin, dont on sait aujourd'hui qu'il possédait des propriétés antiseptiques. Ensuite, ils appliquaient des pansements imprégnés de pommade à base d'herbes, de miel ou de blanc d'œuf, réputés pour favoriser la guérison. L'une des procédures les plus courantes et des plus dangereuses était l'amputation d'un membre fracturé ou broyé. Celle-ci était effectuée très rapidement à l'aide de scies dédiées afin de limiter la douleur et la perte de sang. Le taux de survie restait faible, certes, mais l'opération offrait une chance aux patients. Une attention particulière était portée au traitement des fractures. Les médecins savaient réduire les os déplacés et poser des attelles pour assurer une bonne consolidation. Les archéologues découvrent d'ailleurs de nombreux squelettes portant les traces de fractures guéries, parfois même de très complexes. Des traités entiers étaient consacrés à la chirurgie de guerre. Par exemple, le traité Chirurgie de Théodoric de Borgognoni, écrit au XIIIe siècle, préconisait le nettoyage des plaies et rejetait la pratique de la suppuration, que certains praticiens considéraient à tort comme bénéfique. C'était une approche extrêmement progressiste pour l'époque. Bien entendu, l'infection restait le principal ennemi. Si une septicémie, une gangrène ou un tétanos se déclenchait, il était presque impossible de sauver le patient. Mais affirmer que toute blessure grave équivalait à une condamnation à mort certaine est faux. Un chirurgien habile pouvait sauver la vie d'un guerrier, et l'histoire regorge d'exemples de personnes ayant survécu à des blessures pourtant très sévères. Voilà, petit à petit, nous avons réussi à dissiper 30 des mythes les plus tenaces concernant le Moyen-Âge. Cette période, vous l'avez compris, est loin de l'image que nous en donne Hollywood. Loin des 1000 ans de misère, de saleté et d'obscurantisme total, ce fut au contraire une époque de grandes réalisations et de contrastes saisissants. Un temps où la cruauté et la violence côtoyaient les plus hauts idéaux d'honneur et de service. C'est à cette époque que furent érigées les cathédrales majestueuses, que les premières universités ont vu le jour, et que la pensée humaine, bien qu'encadrée par la religion, était loin d'être figée. Le Moyen-Âge était vibrant, bruyant, extrêmement actif, et surtout bien plus complexe et captivant que n'importe quelle adaptation cinématographique. J'espère sincèrement que ce voyage dans le passé vous a passionné et vous a permis de porter un regard neuf sur cette période de l'histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé ce contenu nouveau et instructif, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner
pour ne pas manquer nos prochaines analyses et révélations. Et pour conclure, j'ai une question pour vous. Quel est le mythe qui vous a le plus étonné? Ou peut-être connaissez-vous d'autres idées reçues sur le Moyen-Âge que nous n'avons pas abordées? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous pour que nous puissions en discuter. À très bientôt.